Allô la planète, c'est une grande discussion mondiale, donc venez, écoutez et participez à ces discussions. Allô la planète, la première web radio mondiale de proximité. Bonsoir, chers auditeurs de la Caravane Passe, l'émission des animaux voyageurs et de leurs compagnons à deux pattes. Ce soir, la caravane vous transporte au cœur des monts célestes avec Élise et Léopoldine. Ces deux intrépides voyageuses ont fait bien plus que cocher une simple case sur leur liste de rêves. Elles ont décidé de chevaucher leur destinée à travers les horizons lointains du Kirghizistan. J'y suis arrivé. Imaginez-vous dénicher des destriers dignes de ce nom sur le marché de Bichkek, puis se lancer tête baissée dans l'immensité de la steppe, armés seulement d'un couteau et de leur fidèle compagnon à quatre pattes, Ben. Un défi, sans doute, mais ces deux sœurs n'ont pas reculé d'un sabot. Pendant 4 mois d'aventure épique, elles ont embrassé la vie nomade, devenant de véritables amazones des terres sauvages, parcourant 1600 km à dos de cheval, de l'envoûtante vallée d'Aksai au rivage du lac Issyk-Kul. Vous l'aurez bien compris, entre rencontres inattendues, dégustations de koumi et nuits étoilées sur les yourtes, leur caravane ne manquera pas de nous en mettre plein les yeux. Avant de laisser le micro à Élise, je vous rappelle que chaque mercredi, l'émission est en direct. Alors, vous pouvez réagir, poser vos questions au 06 66 44 15 10 par SMS ou WhatsApp. Allô, bonsoir Élise. Bonsoir. Bienvenue dans la Caravane Passe. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci à toi d'y avoir répondu favorablement. Ce voyage date de 2019, c'est ça hein? Exactement, ça commence déjà à remonter il y a quelques années, oui. Et alors, on va commencer par la genèse. Toi et ta sœur, vous étiez de grandes cavalières avant ce voyage ? Alors, de grandes cavalières, c'était peut-être le seul paramètre qu'on maîtrisait dans cette histoire. Ouais. D'accord, ok. Vous cochez juste cette case. Exactement, on partait juste avec cette certitude dans nos sacoches. Le reste, après, ça restait à prouver sur place. Ouais. Mais oui, on a eu la chance de grandir avec des chevaux, donc on maîtrisait une petite partie de ce plan-là, en effet. Ouais. Vous aviez des chevaux chez vous, c'est ça ? Ou vous étiez plutôt... Exactement, ouais. On a grandi toutes les deux en Normandie, juste sur la côte, au bord des longues plages normandes. Et on a eu la chance de grandir dans une famille où nos parents avaient déjà des chevaux. On a fait nos armes avec une petite ponette qui s'appelait As-tu vu ? Et un cheval qui était un croisement entre un Appaloosa et un demi-trait belge, si mes souvenirs sont bons. Mm-hmm. Et c'est eux qui nous ont tout appris. Ouais. D'accord. Et vous partiez donc en randonnée sur une journée, plusieurs jours avec ces chevaux ? Alors au début, non, c'était vraiment juste quelques heures. On a commencé à monter très très tôt, donc Léopoldine avait juste quelques années et moi je pense que j'étais déjà sur le dos de notre ponette avant de savoir marcher. Donc on partait pas quand même pendant plusieurs jours au début, mais surtout on a surtout appris à passer du temps avec nos animaux, avec nos compagnons. En fait, c'est avec eux qu'on a grandi. C'est ça qu'ils nous ont appris, en fait. Comment prendre soin, comment apprendre à les nourrir, à les soigner. Et surtout, on a passé du temps à faire des balades autour de la maison de nos parents, à faire des galops complètement endiablés sur la plage, à en avoir les larmes qui coulent jusqu'à pas réussir à s'arrêter. Et donc, c'est vraiment ça c'est comme ça qu'on a appris à faire du cheval. Et rapidement après, nos
nos parents ont eu des trotteurs réformés, donc c'est-à-dire des chevaux de course qui n'ont pas couru assez vite et qui finissent dans des prés en Normandie. Généralement, c'est comme ça que ça se termine pour eux, si c'est pas un destin plus funeste, malheureusement. Ouais. Et donc ça, ces chevaux-là, eux nous ont appris à gagner la confiance de l'animal, à réparer un peu ce qui avait été abîmé par le monde des courses, justement. Donc, ça a été en tout cas la meilleure école possible pour nous, ces chevaux-là. Vous étiez de quel côté, Chantilly, ces coins un peu célèbres pour être des terres de chevaux de course? Alors nous, on était plutôt dans la Manche, donc plutôt des terres d'élevage de trotteurs, des trotteurs français, sur vraiment les grandes plages qu'on imagine, là, les plages interminables où il y a vraiment rien pour arrêter le galop une fois que le cheval est lancé. Ouais. Et donc cette enfance, cette jeunesse avec des chevaux a nourri l'envie de partir un jour sur des voyages plus longs? Exactement, ouais. On a passé un bon paquet d'heures sur le dos de nos chevaux avec ma sœur Léopoldine et dès toute petite, en fait, je pense qu'on s'est perdu dans ces rêves-là. On rêvait de grande étendue, on rêvait de chevauchées interminables, on rêvait d'ailleurs. Et en fait, petit à petit, cet imaginaire s'est construit. Il s'est forgé aussi dans tout un tas de lectures qu'on a pu faire, des BD, des livres d'aventure ou autres. Et très rapidement, le curseur s'est quand même pointé vers l'Asie centrale, parce qu'on s'est dit que ce serait un sacré terrain de jeu à explorer aussi. Ouais. Donc c'est vraiment un rêve de gosse qu'on a eu la chance de pouvoir réaliser quand on avait à l'époque 30 ans pour moi et 32 pour Léo. Je crois que c'était ça en 2019. Ouais. D'accord. Donc on a mis un peu de temps à concrétiser quand même ce rêve. mais entre-temps, il y a eu des voyages un peu longs. Comment aussi on prépare ce voyage à l'autre bout, pas de la planète, hein, ça reste... mais ça reste à mi-chemin. À mi-chemin. Comment ça se met en place ? Comment ça se met en place ? On a eu une première expérience vraiment de randonnée à cheval, si on peut appeler ça comme ça. On n'est pas parti seul, on est parti avec d'autres cavaliers et on a traversé la Transylvanie, en Roumanie. On était parti pendant une dizaine de jours et c'était ça notre première vraie expérience de comment on voyage au travers d'un pays qu'on ne connaît pas, comment on découvre une culture grâce aux chevaux. Donc ça, c'était notre première expérience quand on avait 18-20 ans à peu près l'une et l'autre. Et puis après, on a eu l'occasion de faire d'autres randonnées de quelques jours aussi, plutôt dans les Cévennes, donc là en France. Et petit à petit, en faisant ces expériences et toujours en ayant la chance d'avoir nos propres chevaux, on a essayé d'apprendre comme ça, vraiment sur le tas. On n'a pas passé beaucoup de temps dans des clubs hippiques ou dans des manèges. On s'est vraiment fait la main, nos armes nous-mêmes. Et en fait, après, c'est plus une question de disponibilité. On s'est rendu compte qu'à un moment, on avait ce rêve qui grandissait en nous. Et puis, on a décidé de se jeter l'une et l'autre dans une espèce de faille spatio-temporelle qui s'ouvrait pour nous dans nos vies respectives. Et en fait, on n'a pas beaucoup plus réfléchi que ça. On s'est dit, allez, c'est le moment, on y va et on part vers l'Asie centrale. Ouais. Le long voyage dont tu me parlais tout à l'heure, c'est des chevaux que vous avez loués là-bas ou qu'on vous a prêtés? C'était... En Roumanie, oui. Ouais, c'est des chevaux qu'on avait loués sur place. D'accord. C'était avec des personnes qui habitaient sur place et qui ont pu nous guider pendant toute cette semaine. Donc, on n'a pas du tout géré tout l'aspect orientation, l'aspect logistique. On n'avait qu'à poser nos fesses sur les selles et regarder le paysage, essayer d'observer des pattes d'ours dans le sol. Nous, on rêvait de voir des ours là-bas. Et non, on n'a pas du tout géré la logistique. On a juste pu expérimenter ce que c'était que de passer des journées entières à cheval, de s'assurer que son cheval est en bonne santé le soir, il est prêt à repartir le lendemain. Et vraiment aussi, ce qui nous avait marqué à l'époque, c'était la rencontre avec les Roumains qui, dans les villages dans lesquels on s'arrêtait, utilisaient encore parfois le cheval pour certains travaux des champs, et de se rendre compte qu'en fait, c'était un bon moyen de communication quand on partageait pas la même langue. On avait d'autres points en commun quand on arrivait avec un
animal commun en tout cas. Et ça, vraiment, ça a forgé quelque chose en nous, je pense. On s'est dit, on peut peut-être s'affranchir d'une langue commune dans d'autres pays et utiliser le cheval comme moyen de communication. Je pense que c'est ça que ça a fait naître aussi comme rêve en nous. Ouais. Alors, Bichkek, pour le coup, il y avait personne qui vous attendait avec des chevaux. Tout près, scellés, il a fallu les choisir. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez préparé? En tout cas, vous êtes renseigné avant? Comment ça se passait? Vous avez fait appel à des voyageurs qui étaient déjà partis là-bas pour ce type de périple? Tu peux nous expliquer? Ouais. On avait essayé d'obtenir quelques contacts, mais alors c'était pas bien ciblé notre histoire à l'époque. On avait des contacts aussi bien au Kirghizistan, on avait cherché un peu au Kazakhstan aussi. Et puis rapidement, en croisant 2-3 bouts d'infos, tout avait pointé vers le Kirghizistan. En revanche, on n'avait aucune piste vraiment solide. Après, on fait aussi partie d'une association qui s'appelle les Calques, les Cavaliers au long cours. Ouais. Et ça a été vraiment une mine d'or pour nous. Une mine d'or pour des personnes qui avaient déjà voyagé dans ces pays-là. Et surtout, une mine d'or pour des personnes qui nous ont donné de bons conseils de parfois juste oser partir à l'aventure sans avoir tout ficelé à l'avance. Nous, on a été vraiment nourris et tellement impressionnés de tous ces récits de voyage des personnes qui sont parties avant nous, qui ont fait des choses absolument incroyables et qui les ont faites avec ce qu'elles avaient en elles à ce moment-là. Donc on s'est dit, même si on n'a pas tous les ingrédients, si on n'a pas tous les contacts et nos chevaux qui nous attendent scellés en effet, peut-être qu'on peut quand même oser partir. On verra bien sur place, ça devrait bien se passer. Et puis après, juste l'autre certitude qu'on avait, c'était qu'on voulait le faire toutes les deux. Et mine de rien, de partir entre sœurs, pour nous, c'était aussi le seul paramètre qu'on maîtrisait. C'est pas quelque chose de complètement anodin de partir avec sa frangine, mais on caressait l'espoir en tout cas qu'à deux, on y arriverait et on trouverait bien les solutions sur place. C'était un peu ça, juste notre plan initial. Le reste, on verrait bien sur place. Alors on parle des chevaux, mais aussi le matériel, notamment les bas, les sacoches. Comment pour ça vous avez prévu? Alors, on est parti avec le strict minimum de France, c'est-à-dire qu'on avait du matériel déjà pour nous, tente, duvet, pour le bivouac, et on est parti uniquement avec des sacoches. On avait quelques sacoches, notamment des sacoches de bas avec nous, et après tout le reste, on a essayé de le trouver sur place. Donc, en fait, à notre arrivée à Bichkek, donc la capitale du Kirghizistan, on a passé peut-être 3 semaines environ à essayer de récolter toutes les pièces qui pourraient nous permettre de partir. Donc on a écumé tous les bazars, c'est fou tout ce qu'on peut trouver dans un bazar sur place là-bas. On peut trouver de la nourriture, mais aussi vraiment tout le matériel nécessaire, tous les harnachements qui seraient en tout cas indispensables pour nos chevaux. Donc on a trouvé des selles kirghizes directement sur place. On était hyper fiers parce qu'elles étaient très belles, mais on s'est rendu compte après qu'elles étaient très inconfortables. Mais bon, ça on l'a su après quelques jours et quelques kilomètres parcourus. On a acheté les filets, les colliers de chasse, tout ça sur place. On a eu la chance de rencontrer un Kirghiz qui nous a beaucoup aidé aussi au départ, qui nous a aidé à bricoler en fait toutes ces pièces-là pour être sûr qu'elles ne blessent pas les chevaux. Il nous a aidé à faire par exemple des sangles à partir de ceintures de sécurité de voiture. Nous, on n'était pas convaincus, mais il se trouve qu'on n'a pas eu une seule blessure pendant tout le voyage grâce à ces sangles-là. Bravo. On a essayé de trouver des fers, de trouver des clous. Enfin, vraiment, c'était la chasse au trésor. On a aussi passé beaucoup de temps dans les couloirs de l'administration kirghize parce qu'on avait vraiment une bête noire pendant notre voyage. C'est qu'on avait prévu donc de partir du Kirghizistan, mais de passer la frontière kazakh pour essayer d'atteindre l'Altaï. Et de faire passer des frontières à des animaux, c'est pas chose aisée. On n'est pas les premières à le tenter, loin de là.
là. Mais tout le monde nous disait au Kirghizistan, c'est pas possible, vous y arriverez pas, c'est impossible de faire passer des chevaux kirghizes au Kazakhstan. Donc on a passé aussi beaucoup de temps à essayer de récolter les bons formulaires, les bons papiers, les bons visas, les bonnes autorisations, avec en face aucune personne qui était capable de nous dire quelle était la procédure à suivre, ni nous apporter la certitude si on passerait vraiment cette frontière ou pas. Donc c'était quand même là aussi on récoltait ce qu'on pouvait, on se disait on verra bien le moment venu si ça passe ou pas. Ouais. Le visa est de combien de temps ? Le visa de mémoire au Kirghizistan, je crois que c'est 30 jours. D'accord. Et après, en fait, il y a un système, c'est pas un visa, c'est qu'il faut remettre son compteur à zéro. Donc, il faut passer une frontière, avoir un nouveau tampon, et puis après, ça se remet à zéro. D'accord. Mais donc ça se fait assez facilement en prenant des petites marchoutka, des petits bus communs pour essayer de trouver un passage frontière pour remettre le compteur à zéro. Mais nous, la plus grande difficulté, c'est plutôt par rapport à une zone frontalière avec la Chine, parce qu'en fait, on a longé la frontière chinoise quasiment tout du long, et ça, ce sont des zones militarisées dans lesquelles, il faut avoir une autorisation bien spéciale. Et celle-ci, elle n'est pas facile à obtenir, donc c'est plus là-dessus qu'on s'est cassé un petit peu les dents. Mais finalement, on a réussi quand même à l'obtenir et on est passé en toute légalité dans ces terres-là. Alors, tu me parles d'itinéraire. Justement, comment vous l'avez choisi, cet itinéraire ? Est-ce que c'est justement le retour d'expérience des calques ou c'est parce que vous avez dit, tiens, la Chine, c'est sympa plutôt que le Kazakhstan, non, c'est... Alors là non plus, on n'avait pas vraiment de plan bien établi quand même. Ouais. Enfin, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure de ce que je vais raconter ou essayer de partager ce soir, il y avait vraiment pas grand-chose de prévu dans notre histoire. Nous, ce qu'on voulait à la base, c'était juste faire du cheval entre frangines dans les monts Célestes. Ça paraît un peu vaste comme plan, mais c'était ni plus ni moins que de se perdre un petit peu dans ces montagnes sauvages. Et en fait, en discutant pendant ces premières semaines de préparation avec les Kirghizes qu'on rencontrait, petit à petit, ce sont eux en fait qui nous ont aidés à à déterminer un semblant d'itinéraire. Quand on leur a dit que nous, ce qu'on voulait, c'était du sauvage, c'était des montagnes, des plateaux au perché, ils nous ont dit on a ce qu'il vous faut aller dans la vallée de l'Aksai, tout au sud. C'est là que vraiment vous allez prendre votre pied, et surtout c'est là que ce seront aussi de bonnes conditions pour vos chevaux. C'est-à-dire que c'était pas non plus trop haut, il y avait encore un petit peu d'herbe, et vu que nous on est partis au mois de juin, il y avait encore quelques cols qui étaient enneigés, et eux nous ont assuré en tout cas qu'on aurait suffisamment d'herbe pour nos chevaux là-haut. Donc eux nous ont plutôt pointé le curseur vers cette vallée de l'Aksai, donc qui est frontalière avec la Chine au sud. Et puis après, petit à petit, on avait vaguement un itinéraire de construit. On n'avait qu'une boussole en fait pour s'orienter. On a trouvé des cartes papier sur place. On n'avait pas d'autres instruments pour naviguer. Et en fait, c'est juste sur ces cartes-là, tous les soirs sous la tente, qu'on essayait de voir l'étape qu'on ferait le lendemain. Et à chaque fois, quotidiennement, quand on avait la chance de rencontrer des bergers ou des gens, c'est à eux qu'on posait la question en fait. On leur demandait si ce col était bien praticable à ce moment-là. Et en fait, on s'est vraiment fié aux avis des locaux au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on a construit l'itinéraire. Et après, comme beaucoup de gens qui voyagent, et particulièrement qui voyagent avec des chevaux, je pense, l'itinéraire se construit aussi en fonction de l'état des animaux, en fait. S'ils ont besoin de manger davantage, on perd un petit peu d'altitude si on le peut. S'ils ont besoin de se remplumer, on essaie de trouver des endroits où il y a un peu plus de fourrage. Enfin, c'est vraiment eux, après, qui nous ont aidés à construire cet itinéraire. Ouais. Ouais, c'est chouette de faire comme ça et d'imaginer son voyage au fur et à mesure. Exactement, ouais. Alors, petit retour en arrière, les chevaux, ça n'a pas été trop compliqué de les choisir, parce que j'ai eu dans cette émission quelques invités qui, au Kyrgyzstan ou ailleurs, qui sont fait... entre guillemets avoir, ou qui se retrouvent avec un cheval boiteux au bout de quelques jours, ou pas très facile à manier. Comment vous, deux jeunes Normandes arrivés là-bas, vous avez choisi vos chevaux?
Alors c'était pas une tâche aisée Ah parce oui? que vraiment, de ces chevaux-là allaient dépendre pas mal de choses pour la suite quand même, donc on avait un peu de pression sur cette étape. Mais comment on s'y est pris? Et ben, là encore, on a essayé de trouver de l'aide auprès des locaux. Donc toujours avec ce Kirghiz qu'on a eu la chance de rencontrer au début, qui nous a aidés sur le matériel, et ben en fait, il nous a aidés aussi dans l'achat de nos chevaux. C'est-à-dire que lui, il nous a recommandé les marchés sur lesquels on pouvait aller. Il faut savoir qu'il y a des marchés un petit peu partout au Kirghizistan. D'abord, on a tenté au nord du pays, donc à la frontière kazakh, mais là, on s'est rendu compte que les chevaux qu'on y trouvait, ils étaient trop grands. C'était pas des chevaux issus des hauts plateaux, c'était des chevaux issus des steppes kazakhs, au contraire, donc très grands avec pas mal de gras sur le dos. Ouais. Donc c'était pas tout à fait ce qu'on recherchait. Et surtout, les premiers marchés qu'on a fait, on arrivait trop tard et toutes les meilleures bêtes étaient parties. Donc en effet, il restait que les boiteux, ceux qui avaient pas des bonnes dents ou qui avaient quelques tares. Donc c'est pas sur les premiers marchés qu'on a réussi à les trouver. Et ensuite, on est parti à Atbashi, tout au sud du pays. Et là, par contre, on a commencé à voir vraiment des chevaux qui ressemblaient à ce qu'on cherchait. Donc des chevaux kirghizes, c'est des tout petits chevaux. Ils font, je sais pas, 1m45, 1m50 au garrot peut-être. Des chevaux très rustiques qui sont assez courts, très solides. Et là, en fait, la manière dont on a opéré, c'était assez simple. Nous, ça nous a marqué avec Léopoldine à quel point un marché aux bestiaux au Kirghizistan, ça ressemblait à un marché aux bestiaux dans notre Normandie natale, quoi. D'accord. En fait, c'est des animaux avec des bergers, des hommes qui viennent se rencontrer sur le marché pour parler entre eux, pour discuter, pour taper sur la croupe d'un animal et puis ils repartent. Et en fait, on a déambulé comme ça dans les allées en essayant de jouer aux touristes sans montrer qu'on avait un vrai intérêt dans une bête en particulier. Et après, on utilisait notre ami kirghize pour que lui entame les phases de négociation et qu'on arrive à obtenir un bon prix, un prix de local. Et seulement après, on pouvait approcher la bête. Et là, vu qu'on a eu la chance de grandir avec nos animaux, avec nos chevaux, on savait un petit peu quoi regarder quand même sur le cheval pour repérer les tares, justement. Et puis après, il y a une grande dose de chance. On ne peut jamais savoir comment vont se comporter les chevaux après. Et la difficulté qu'on a eue, mais comme beaucoup de personnes, je pense, qui voyagent à cheval, c'est que on a décidé de prendre 3 chevaux qui n'avaient pas décidé, eux, de voyager ensemble ni de quitter leur troupeau natal. Donc en fait, il fallait surtout essayer de faire en sorte que la caravane se soude au fur et à mesure des kilomètres, que les chevaux apprennent à se tolérer les uns les autres. Et pour certains, qui soient un peu domestiqués, en fait, ils étaient semi-sauvages depuis quelques années. Donc la première fois qu'on a mis une selle sur le dos et qu'on a mis les sacoches, c'était pas forcément, ils étaient pas partants tout de suite quand même. Donc ça a été quelques jours, voire quelques semaines où on a essayé de s'apprivoiser mutuellement, de se toiser, de se regarder, et puis d'apprendre à se faire confiance. Et ça, après, c'est la magie du voyage qui opère. Mais non, au début, ils n'étaient pas du tout convaincus par notre plan quand même, non. Donc essentiellement cheval de bas. On avait un cheval de bas et 2 chevaux de selle. On alternait après. Celui qu'on avait désigné d'office comme cheval de bas parce que c'était le plus frêle s'est révélé être une véritable petite bourrique. En fait, il en faisait qu'à sa tête. Il nous a déboîté l'épaule 3 ou 4 fois. Ah oui. Et un jour, il a même poussé le vis jusqu'à feindre une espèce de boiterie pour qu'on lui enlève le bas et qu'on monte enfin sur son dos. Et là, il s'est révélé, mais un destrier digne de Gengis Khan, quoi. Enfin, vraiment, il a fait son show. Et on s'est rendu compte qu'on s'était trompé depuis des semaines. En fait, c'était pas du tout un cheval de bas, c'était un cheval de selle. Et donc voilà, on alternait, ils faisaient à peu près le même gabarit tous les 3 et donc voilà, ça nous permettait, quand l'un était trop fatigué, en tout cas d'alterner avec un autre. Donc ils n'avaient pas finalement de poste définitif. Et dans vos sacoches, qu'est-ce qu'on y trouvait ? Eh ben, on n'y trouvait pas grand-chose quand même. On s'en est rendu compte bien trop tard. On s'en est rendu compte bien trop tard qu'on n'avait pas emmené ce qu'il fallait avec nous. Dans les sacoches, on avait ce qui est essentiel quand on voyage dans les monts Célestes, enfin en tout cas dans ces coins-là, c'est des entraves. D'abord parce qu'il n'y a pas un arbre, il n'y a pas une branche pour attacher son cheval la nuit. On n'avait pas emmené de poteau, ni de fil, ni quoi que ce soit. Et donc on avait juste des pieux à planter dans le sol et des longues cordes qu'on accrochait
accrochés à leur postérieur pour qu'ils puissent manger pendant la nuit et accessoirement qu'on ne les perde pas. Enfin, ça, c'était le plan initial parce que finalement, on les a quand même perdus, mais pour d'autres raisons. Mais donc, dans nos sacoches, il y avait donc des cordes, des entraves, des fers de rechange au cas où on devait les reférer en cours de route quand on était loin d'un village ou autre. Et il y avait nos affaires de bivouac, évidemment, et puis quand même un petit peu de nourriture. On avait l'équivalent de 3 semaines d'autonomie à peu près en nourriture. Donc ça, c'était quand même hyper important parce que on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait passer des jours et des jours sans croiser une yourte, sans croiser un qui-vive. Donc, fallait qu'on puisse être autonome. Et après, on a eu, pour la petite anecdote, l'idée absolument lumineuse d'emmener un réchaud à bois, parce qu'on s'est dit qu'on voulait pas être dépendante de cartouches de gaz, vu qu'on pourrait pas en racheter en cours de route. Sauf que dans la steppe, à près de 4000 mètres d'altitude, il n'y a pas un arbre, donc il n'y a pas de bois, on peut pas faire chauffer quoi que ce soit. Donc on a eu faim. On a eu très faim certains jours parce qu'on pouvait pas faire chauffer notre nourriture. Donc voilà. Après, on a appris de nos erreurs et en fait, on récoltait du bois au fur et à mesure. D'accord. La petite astuce, c'est qu'on a cousu une paire de jeans, on a cousu le bas des jambes en fait pour pouvoir faire un espèce de réservoir à bout de bois qu'on pouvait prendre en chemin. Donc ça nous permettait de stocker notre bois sur le cheval de bas. Ok. Et vous aviez un chien? Exactement. On a un chien qui était pas du tout prévu au programme. On rêvait avec Léopoldine de partir avec 3 chevaux et un chien, mais alors là, on se demandait bien si on allait devoir en acheter un, si peut-être un berger pourrait nous en donner un, mais on savait pas trop comment s'y prendre. Et en fait, la veille de notre vrai départ, en fait, où on allait partir avec les chevaux comme ça sur cette longue traversée, on s'est abrité d'un orage chez des bergers qui nous ont offert le thé, le coumisse. Et en fait, après, on repart de chez ces bergers-là et sans faire attention, il y a un chien qui nous suit. On n'y prête vraiment pas attention. Et puis, le premier jour, on part enfin avec nos chevaux. Le chien est toujours là. Et on se dit, il a peut-être une yourte à visiter un peu plus loin. Il profite de la caravane pour partir avec nous. Et puis, en fait, le deuxième jour, il est toujours là, ce chien. Et le troisième jour, on passe notre premier col à 4000 mètres. Il est toujours là, ce chien. Et donc, on commence à se faire à l'idée que finalement, il veut faire partie de la caravane. Et au final, ce chien nous a suivis tout du long du voyage. Il a été un allié extraordinaire qui nous a sortis d'un bon paquet de situations. Il a été l'un des plus fidèles guides qu'on ait eu dans cette caravane. Et pour la petite histoire, on a même réussi à le ramener en France avec nous. Donc, c'est vrai. Il est aujourd'hui devenu un labrador de salon. Il n'est plus du tout un chien de la steppe kirghize. Ouais. Ça me fait penser à Chaussette. Côtelette, non. Côtelette. Côtelette, pas Chaussette, mais oui. Côtelette. Exactement. Et notre Ben a rencontré Côtelette il y a pas très longtemps, mais ils s'entendent pas très bien tous les deux. Mais on les a fait se rencontrer. Ouais. Excellent. Alors Côtelette, elle a été adoptée par des cyclo-voyageurs. Exactement. Ouais. À croire que c'est une habitude chez les chiens kirghizes de trouver des touristes un peu égarés et de sauter sur l'occasion pour passer les frontières avec eux. Ouais. C'est ça. Alors, tu me parlais de situations compliquées, entre guillemets. Tu peux nous en dire un mot de ces situations difficiles? Ouais, bien sûr, ouais. L'une des plus grandes craintes, je pense, quand on voyage à cheval, c'est de perdre ses chevaux ou qu'on nous les vole ou qu'il se passe un accident, bien évidemment, enfin qu'il y en ait un qui dévisse dans un ravin ou autre. Mais le fait de voyager avec un chien, c'est quand même aussi la garantie de pouvoir se reposer un peu la nuit, en fait, parce que c'est le meilleur antivol au monde. C'est que tant qu'il n'y a pas de bruit dehors, tant qu'il jappe pas, on sait qu'on peut se reposer, il n'y a pas de danger. En revanche, quand le chien commence à aboyer, notamment la nuit, c'est que là, il y a vraiment un danger. Et par exemple, une situation où il nous a vraiment alerté au bon moment, c'était l'une de nos premières nuits dans cette vallée de l'Aksai, donc tout au sud du Kirghizistan. On est à 3005-3007 d'altitude. On commençait à être un petit peu fatigué avec Léopoldine et une nuit où, à cette altitude-là, même si c'est en plein été, il y avait encore des tempêtes de neige. Donc là, on sent la tente se secouer dans tous les sens. On est vraiment, on sent la neige arriver de plus en plus proche de notre visage, alourdir la toile de tente. Et à l'extérieur, en plein milieu de la nuit, on entend notre chien aboyer.
Pardon. Pas pour donner du suspense dans l'histoire. Je prends juste un petit peu d'eau Vas-y. pour faire passer ma quinte de tout. Donc ce chien commence à aboyer. Et donc là, on se dit attention, danger. Et heureusement, il a aboyé au bon moment parce qu'en fait, il y avait un troupeau de chevaux semi-sauvages qui étaient venus se battre aux nôtres pendant la nuit. Donc nous, on s'en serait pas forcément rendu compte. Ils étaient entravés assez loin de la tente. Et en fait, on a juste eu le temps de sortir avec nos frontales. On n'y voyait rien du tout. C'était la nuit noire pour juste voir des espèces d'ombres s'entrechoquer autour de nous. On entendait hennir, on entendait taper dans tous les sens. Et jusqu'au moment, on a entendu des chevaux partir au galop. Beaucoup de chevaux partir au galop. Et en fait, on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il restait que notre petit Moni, notre cheval gris. Et on avait perdu 2 de nos 3 chevaux à ce moment-là. Donc typiquement, c'est le genre d'alerte qui nous a permis de nous réveiller juste à temps pour au moins récupérer un des 3 chevaux avant qu'ils s'échappent tous les 3. Et là, ça aurait été une toute autre histoire quand même. Et alors, vous les avez récupérés comment ? Eh ben, on les a récupérés grâce à la solidarité incroyable qui opère dans ces steppes qu'on croit complètement vides, désertes. On a essayé de terminer la nuit en resserrant les entraves de notre petit Moni là pour éviter qu'il s'échappe, qu'il les arrache à force de tirer dessus, parce qu'il était complètement terrorisé à l'idée d'être seul loin de ses 2 autres compagnons. Et dès le lendemain matin, à peine le jour levé, ma sœur Léopoldine donc est repartie avec lui. Et en fait, elle a eu la bonne idée de retourner sur nos pas. Ça faisait peu de temps qu'on était partis et on est parti du principe que les chevaux retournaient sur leurs pas pour essayer de retrouver leur troupeau natal. Et en fait, en chemin, elle a croisé un berger et elle a réussi, avec quelques rudiments de russe qu'elle avait appris avant de partir, à lui expliquer qu'elle cherchait 2 de nos chevaux, qu'ils étaient marrons, un B, un alezan, un marron clair, un marron foncé. Et les bergers, en fait, non seulement ils connaissent très bien la steppe, mais ils connaissent parfaitement leur troupeau et ils sont tout à fait capables de repérer s'il y a 2 chevaux en plus des leurs. D'accord. Et donc, même si lui, il n'est pas descendu de cheval quand elle lui expliquait la situation, il a à peine fait un signe de tête, donc elle savait pas du tout si elle avait réussi à lui faire comprendre l'enjeu. Elle a continué de chercher pendant la journée, puis elle est revenue sur ses pas le soir pour le lendemain repartir et se rendre compte qu'en fait, le berger avait bel et bien réussi à retrouver nos chevaux. Ils étaient étalés en plein soleil devant la yourte de ce berger-là, et donc il avait réussi à les repérer et accessoirement à les attraper. Ils étaient encore un peu semi-sauvages, donc c'est pas chose aisée quand ils retrouvent leur liberté comme ça en pleine steppe. Ouais. On va faire une petite pause musicale. Tu as choisi Jean du Voyage, Ara. Tu peux nous expliquer pourquoi ce titre ? Ce titre parce que rien qu'en écoutant cette musique-là, elle fait voyager, je trouve. Elle projette tout un tas d'imaginaires. Moi, elle me permet en tout cas de me replonger dans mes souvenirs de voyage. Donc, j'espère que ce sera le cas pour les auditeurs et les auditrices. Eh ben, on plonge. À tout à l'heure. Ça marche.
Rebonsoir, vous êtes toujours dans la Caravane Passe, l'émission des animaux voyageurs et de leurs compagnons à deux pattes. Ce soir, on vous emmène au Kyrgyzstan avec Élise qui nous raconte son voyage, son périple avec sa sœur Léopoldine. Élise ? Oui. C'était un rêve de partir avec des chevaux là-bas. La réalité, c'était comment ? C'était aussi beau que ses rêves ? Alors, ça dépend des jours. Je vais faire une réponse normande que je suis. Il y a des jours avec et des jours sans. Ouais. Il y a des jours où c'est un rêve éveillé. Il y a des jours où on se dit que c'est pas possible, ce cauchemar. On va réussir à se réveiller. Non, vraiment, il n'y a pas un jour qui ressemble à l'autre. Et vraiment, c'est pas un long fleuve tranquille du tout. Mais il n'y a pas un jour on rigole pas l'une avec l'autre. Il n'y a pas un jour où on n'est pas émerveillé de ce qu'on voit. Il n'y a pas un jour où on n'est pas impressionné du courage de nos animaux. Il n'y a pas un jour où on n'est pas inspiré des rencontres qu'on fait en chemin. Donc au final, je crois qu'il y a quand même plus de rêves dans la balance que de cauchemars. Alors raconte-nous un peu ce périple. Donc tu nous as expliqué en première partie d'émission que il y a eu l'achat des chevaux sur différents marchés et puis vous avez longé donc la frontière chinoise. Comment ça s'est passé ces semaines et ces mois avec vos chevaux? Avec nos chevaux. Alors donc au début de notre voyage, on a décidé donc de s'attaquer à cette vallée de l'Aksai qui est frontalière avec la Chine en effet. Donc faut imaginer vraiment des hautes steppes d'altitude, un immense plateau qui est bordé par 2 chaînes de montagnes avec des sommets à 7000 mètres. Donc au moins c'est pas dur pour suivre la bonne direction parce qu'on n'a pas beaucoup d'options. La géographie nous aide à tenir le cap. On met le cap vraiment plein est pour avancer. Mais faut imaginer vraiment une vallée qui nous met à rude épreuve dès le début du voyage. C'est-à-dire que nous, comme je disais tout à l'heure, on a grandi en Normandie, donc vraiment un pays qui est pas réputé pour ses hauts sommets. On n'a pas le pied montagnard du tout. On a le vertige, donc vraiment les premiers passages de col, les premiers pierriers, on n'est pas à l'aise du tout et on se demande bien dans quoi on s'est glissé, Léopoldine et moi et en fait, dès le début du voyage, avant même de se lancer avec nos chevaux, on avait pris soin en tout cas de tracer un peu les lignes rouges entre nous. C'est-à-dire que beaucoup de personnes nous avaient recommandé de partir avec un guide, nous avaient dit que c'était complètement inconscient d'être 2 femmes seules qui se lancent dans cette aventure-là, dans ces montagnes qu'elles connaissent pas, sans guide, sans homme à leur côté. En fait, nous, on avait peur de pas réussir à s'affranchir de cette béquille le moment venu. Donc, on s'était dit, on y va toutes les 2 et on trouvera bien des guides sur place ou au moment venu. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que les guides, on les avait avec nous et en fait, c'était nos chevaux et au premier passage de col, les premiers passages de gué un peu compliqués à trouver. En fait, il fallait juste faire confiance à nos animaux. Les chevaux kirghizes sont des chevaux au sang froid, ils sont d'un calme incroyable. Et en fait, on n'avait qu'à les suivre dans cet environnement qui était leur. Donc, les premiers jours, les premières semaines, on a pris nos marques vraiment en étant à leur côté, en se calquant sur leur allure, en essayant de pousser un peu ou de puiser dans nos réserves quand on avait plus de force pour avancer le soir, jusqu'à atteindre le bon bivouac, là où il y avait suffisamment d'herbe, suffisamment d'eau. Et donc ces premières semaines, elles ont été vraiment dédiées au rodage de notre caravane, quoi. Enfin, trouver nos marques les uns avec les autres, prendre le rythme de la marche, prendre le rythme aussi de cette météo qui était assez impitoyable avec nous à cette altitude. Et à ce moment-là de l'année, il faut savoir que la nuit, les températures tombent très très bas. Enfin, pour donner un exemple, le matin, quand on essayait de prendre de l'eau dans une casserole pour se faire un thé, pour se réchauffer, l'eau gelait immédiatement quand on ressortait la casserole de la rivière. Donc ça donne une idée de la température. Et en fait, très rapidement, vu qu'on est à 3007,
3800 mètres d'altitude, dès que le soleil apparaît, il nous brûle le visage, le froid nous brûle le visage aussi, donc le corps est mis à rude épreuve et vraiment les premières semaines, elles sont éreintantes. Enfin, on prend vraiment cher quand même. Et là, on se dit qu'on n'était pas préparé à ça. Enfin, il n'y a aucune lecture, je pense, qui peut préparer le corps à ressentir ce qu'il va ressentir dans de telles épreuves. Mais vraiment, cette joie, tous les soirs, de monter le bivouac sous les étoiles. Enfin, il y a aucune pollution lumineuse. Il n'y a pas un avion dans le ciel. Il n'y a pas une voiture. On croise des fois pas un être humain. Vraiment, cette joie-là, elle est indescriptible. Cette joie aussi de se rendre compte que l'environnement dans lequel on évolue, au début, il nous fait peur. Et petit à petit, on prend confiance. On se rend compte que c'est lui qui nous nourrit. C'est lui qui nourrit nos animaux. Enfin, on arrive à trouver les bonnes cachettes, à trouver les bons bras de rivière pour être protégé pendant la nuit. Et ça, c'est complètement magique. Ça prend du temps à opérer, mais c'est vraiment magique, quoi. Et en plus, ça, je pense que c'est quelque chose de commun à tous ceux qui voyagent avec des animaux. Petit à petit, on s'animalise presque à leur côté. C'est-à-dire qu'on va presque saliver sur une touffe d'herbe alors que nous, on n'a pas mangé de la journée, mais on est obstiné à l'idée de prendre soin de ces animaux. Et en tout cas, nous, ça nous a permis de nous décentrer de nous et bizarrement d'avoir un peu moins peur. Parce qu'en fait, toute notre attention, elle était portée sur nos chevaux et notre chien. Et tant que eux n'étaient pas en sécurité, tant que eux n'avaient pas à boire et à manger, on continuait d'avancer. On oubliait qu'on avait froid, on oubliait qu'on avait mal, qu'on avait peur et on continuait comme ça. Donc c'était vraiment ça qui a marqué les premières semaines de voyage. Et après, juste, tu parles de peur. Ouais. C'est la raison pour laquelle vous avez pris un couteau ou le couteau était prévu pour servir à autre chose. En tout cas, est-ce que tous ces conseils d'hommes, je suppose, vous expliquez qu'il faut partir avec un guide ou un homme dans ces montagnes. Est-ce que ça vous inquiétait? Est-ce que vous étiez confiante de toute façon? Oui. Alors, je dirais pas qu'on était confiante, on était consciente. Et c'est déjà une bonne part du travail qui est fait, je pense. On était consciente du risque. On n'était pas confiante parce qu'on peut pas l'être, on peut jamais l'être, je pense. Mais nous, on se voyait avant tout comme des cavalières, enfin, sans prétention aucune, avant de se définir comme des femmes. Voyageant à cheval, on se voyait comme des éleveuses. En fait, on se voyait comme des nomades qui géraient leur petit troupeau de 3 chevaux. Mais en fait, on se voyait un peu comme les personnes qu'on allait être amenés à rencontrer. Et en fait, ça s'est avéré plutôt véridique. C'est-à-dire que ce qu'on a observé, nous, en tout cas, et peut-être qu'on a eu énormément de chance dans nos rencontres, mais les gens qu'on a rencontrés au fur et à mesure de notre chemin, avant même de nous regarder, ils regardaient l'état de nos chevaux. Et en fait, il y a un espèce de respect mutuel qui s'instaurait très naturellement, à savoir qu'on regarde l'état de la monture et on juge le cavalier qui est dessus seulement après. Et le regard, il se lève au fur et à mesure, mais il regarde d'abord le cheval. Et puis après, il faut être honnête, au bout de quelques mois de voyage, on ressemblait plus à grand-chose là-dessus. Donc il y avait plus grand-chose de féminin quand même. Donc, blague à part, il y a, je pense, l'amour des bêtes et l'amour des bêtes bien entretenues fait qu'il y a une confiance mutuelle qui s'instaure, il y a un respect mutuel qui opère et il y a une entraide absolument extraordinaire qui s'opère tout aussi naturellement dans des environnements qui sont aussi violents envers les êtres vivants qui osent y vivre. Et donc ça, qu'on soit homme ou femme, à poids ou à rayures, ça a aucune espèce d'importance et il y a juste une urgence à venir en aide les uns aux autres. Et ça a été vraiment, enfin, on l'a pris en plein cœur. Ça fait très cliché de dire ça, mais c'est vrai que ça a été absolument véridique. En tout cas, nous, on a eu cette chance-là. Ouais. Les Kirghizes, du coup, de belles rencontres? Ouais. On a eu vraiment des rencontres très très belles. Au Kirghizistan, il faut savoir que la plupart des bergers qu'on a croisés, en tout cas, ce sont des semi-nomades. Il reste très peu de personnes qui sont nomades à l'année, à temps plein. C'est des nomades à temps partiel seulement. C'est-à-dire que ils vont remonter dans les jailos, les équivalents de nos estives, pendant quelques mois de l'année seulement, et puis le reste de l'année, ils sont dans une maison, pour certains, tout confort. Enfin, comme nous, on pourrait
avoir chez nous en France. Et donc en fait, ils profitent des quelques mois d'été pour remonter avec leur yourte, remonter avec leur troupeau et retrouver ce plaisir de la vie nomade. Et il y a là aussi quelque chose de très chouette qui opère. C'est des familles au Kirghizistan, c'est des couples avec leurs enfants, parfois les grands-parents qui viennent aussi. Et c'est un peu, faut l'imaginer un peu comme des familles qui retrouvent leur emplacement favori au camping, quoi. Donc ils retrouvent leur jailo qu'ils ont quitté l'année précédente. Ils retrouvent ce lien à la nature, ils retrouvent ce lien avec les animaux, la vie simple des campements, le côté très festif du koumys qui est dégusté à longueur de journée sous la yourte. C'est du lait de jument fermenté qui est assez imbuvable pour ceux qui sont pas initiés. Mais non, il y a quelque chose de très simple et très évident là aussi dans ce mode de vie nomade qu'ils arrivent à retrouver. Et au Kazakhstan, par contre, c'est, en tout cas de ce que nous on a pu expérimenter, c'était un peu différent parce que le Kazakhstan, c'est un pays grand comme 5 fois la France, c'est immense et malheureusement les femmes ne montent plus en estive au jailo, en tout cas avec leur mari. Elles restent souvent dans les villes, ce qui fait que ce sont des hommes seuls qui sont là-haut avec leurs troupeaux. Donc l'accueil n'en est pas moins chaleureux et authentique, mais c'est un peu différent quand même. On sent qu'il n'y a pas la petite touche familiale, chaleureuse, et forcément le temps est un peu plus long pour eux là-haut. Donc en tout cas de ce que nous on a expérimenté, c'était un peu différent au Kazakhstan. Pour quelle raison les femmes ne montent plus là-haut ? C'est parce qu'ils sont sédentaires aujourd'hui ? Ouais, un peu plus sédentaire, et puis c'est pas la même histoire au Kazakhstan, au Kirghizistan. À l'époque de l'Union soviétique, chacune des républiques avait un rôle assigné, en tout cas bien spécifique. Le Kirghizistan, c'était encore une terre d'élevage, donc les familles ont gardé cette tradition de l'élevage. Il n'y a pas peu d'activités autres qui se sont développées, donc il y a encore cette part importante d'activités dans le pays. Là où le Kazakhstan a des ressources naturelles assez conséquentes, a pu développer d'autres activités. Donc, dans les foyers, les femmes ont eu accès à d'autres métiers aussi. Et puis, les villes ont une part beaucoup plus importante au Kazakhstan, là où au Kirghizistan, il y a quelques villes, mais elles sont pas très, très grandes. Enfin, c'est vraiment pas tout à fait le même mode de vie quand même dans ces deux pays-là. Donc, je pense que, c'est une analyse très, très des énormes raccourcis que je suis en train de faire. Faudrait demander à des spécialistes des pays, mais en tout cas, de ce qu'on a pu échanger avec les gens, c'était plutôt cette lecture-là, ouais. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ce voyage ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Qu'est-ce qui vous... toi, je ne sais pas si tu peux parler au nom de ta sœur, mais... Il y a des choses qui nous ont marqué toutes les deux. Il y a des choses, bien sûr, qui sont hyper individuelles, mais... Ce qui reste, c'est le plaisir d'avoir osé, je pense. Le plaisir d'avoir osé, avoir eu le culot de se dire allez, on tente et on verra bien. On y va. On y va. Mais on est toutes les deux et on se donne le droit de se tromper, on se donne le droit de s'arrêter, de dire non, là je veux plus ou là j'ai plus envie d'avancer. Et au final, ça nous a amené quand même assez loin. Ce qui reste, c'est le plaisir d'avoir retrouvé cette espèce de part animale, quoi, d'avoir pris autant de plaisir à vivre avec nos animaux, à vivre dans ces montagnes incroyables que sont les monts Célestes. Enfin, le plaisir d'avoir eu la chance de passer ces quelques mois, en tout cas, à admirer la voûte céleste tous les soirs et avoir juste les petits plaisirs quotidiens de juste un endroit où poser la tente, des kilomètres et des kilomètres à avaler dans la journée et le plaisir d'être entre nous. Ce qui reste, c'est les souvenirs incroyables de nos compagnons à quatre pattes quand même, de nos chevaux que malheureusement on a dû laisser là-bas, mais ça a été des compagnons incroyables, qui nous ont permis de se rendre compte qu'en fait l'être humain il a un paquet de ressources en lui qu'il soupçonne pas quand même. Tant qu'on va pas le chercher, on reste dans notre petit confort, et tant qu'on n'est pas confronté à des situations aussi compliquées, tant qu'on ne met pas le corps à rude épreuve, on peut pas se douter de la force qui sommeille en nous. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et ce qui reste en nous, c'est quand même cette culture nomade, ce rapport à la nature, cette humilité face à la nature, en fait, de pas laisser
trace avec une yourte, on la monte et on la démonte. Enfin, on efface toutes les traces quand on repart. L'hiver repasse et il y a aucun souvenir de notre passage. Ça donne un côté. On est très très éphémère dans des montagnes qui sont là depuis des milliers d'années. Enfin, ça force le respect, ça nous remet à notre place, quoi. Enfin, nous, ça nous a vraiment, ça a ancré, ouais, cette humilité par rapport à la nature, ce respect aussi, par rapport à ceux qui ont le courage de vivre dans ces conditions-là, et juste le souci de l'autre, quoi. Se dire que, ouais, cette solidarité, elle est absolument essentielle, quoi. Et elle est belle, en fait. Enfin, on peut avoir confiance en l'inconnu, on peut ne pas parler la même langue et se bidonner pendant toute une soirée sous une yourte, alors qu'on parle pas un mot en commun. Enfin, il n'y a pas besoin de parler la même langue pour apprécier d'être les uns avec les autres, quoi. Ça, c'est évident. Je pense qu'on repart avec tout ça et plein d'autres choses, mais c'est difficile à résumer. J'imagine. Oui, je comprends qu'on ne revient pas indemne d'un tel voyage. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait partir comme vous dans des régions éloignées avec des chevaux? Quel conseil? Toujours demander l'avis des locaux. À Rome, fait comme les Romains, et ça peut se décliner avec tous les pays du monde. Au Kirghizistan, fait comme les Kirghizes. Au Kazakhstan, fait comme les Kazakhs. Non, mais vraiment se fier aux locaux. Ne pas avoir peur, en fait, d'aller demander de l'aide. Ne pas avoir peur de dire, ça, je sais pas faire. Montre-moi comment tu fais. Montre-moi comment tu élèves tes chevaux. C'est différent le dressage des chevaux kirghizes de nos chevaux normands. Enfin, nous, quand on a acheté nos chevaux kirghizes, la première fois qu'on a caressé leur encolure, ils se sont arrêtés, se sont retournés en se disant mais qu'est-ce qu'elles font? les Kirghizes ne caressent pas leurs chevaux, mais ils ont une manière de les dresser qui est extrêmement respectueuse. Enfin, donc je pense observer, ne pas prendre pour acquis quoi que ce soit et se dire qu'il y a tout à apprendre dans un voyage comme ça. Avoir la patience de se dire que ça va prendre du temps d'apprendre. Il faut pas être pressé, quoi. Faut pas être pressé, faut pas se dire que ça va se passer comme on l'a prévu, parce que c'est sûr que ça va pas se passer comme on l'a prévu. Ouais, c'est sûr. Et profiter de ce temps-là, ouais, avec les locaux, profiter de tous les enseignements qui se trouvent en chemin. Enfin, avoir, je pense, un peu d'humilité pour se dire, je pensais qu'on pouvait faire comme ça, mais non, je vais apprendre d'autres manières de faire. Et après, je ne sous-estime pas la dose de chance qu'on a eue avec Léopoldine pendant ce voyage-là, mais vraiment pas partir avec quelque chose de trop ficelé, quoi. Ça va bien se passer. Il y a forcément des bonnes étoiles en chemin. Non, mais vraiment, on sous-estime là aussi la bienveillance des gens, le plaisir qu'ils ont aussi juste à nous filer un coup de main. Enfin, nous, on s'est rendu compte que les Kirghizes, que ce soit des bergers, que ce soit des citadins quand on retournait en ville, que ce soit des militaires qui sont perchés là dans les hauts plateaux d'altitude pendant des mois et des mois, qui voient personne passer, il y a cet amour commun du cheval, et tous avaient plaisir à resserrer une sangle, à regarder les sacoches, à regarder le bas, comment il était installé. Et en fait, il y a cet amour commun des bêtes qui fait que, on trouve toujours de l'aide à n'importe quel moment, quoi. Enfin, et donc je pense que ce serait ça, juste faire confiance à l'inconnu, quoi. Ça se passe bien en général. Et justement, alors, un petit mot sur les chevaux. Vous en êtes séparés, vous avez revendu, vous avez trouvé un endroit où les poser sans trop vous poser de questions sur leur avenir. Comment, je suppose que c'est difficile après des mois de voyage de les laisser comme ça. Ouais. C'est dur, et je pense que ça l'est pour tous les voyageurs qui partent avec des chevaux et qui doivent s'en séparer à un moment. C'est ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on sous-estime. On sous-estime, je pense, à quel point on fusionne avec nos animaux, et à quel point la caravane, vraiment, elle fusionne complètement, et à quel point c'est un déchirement à la fin du voyage de devoir les laisser. Nous, ça a été honnêtement la partie la plus dure du voyage, et ça, on pouvait pas le prévoir. Enfin, même si on nous le dit, il y a peu de chances de se préparer aussi à la dureté de cette épreuve. Et donc nous, c'est Léopoldine qui a eu à faire ça seule, parce que moi j'ai dû partir avant la fin du voyage, mais c'était prévu d'avance. Mais elle a dû
à la fin du voyage, lançait un peu la rumeur dans la steppe comme quoi elle cherchait une bonne maison pour nos chevaux. Et au final, elle a trouvé un jeune couple. Elle a jamais réussi à atteindre l'Altaï, mais dans le nord quand même du Kazakhstan, elle a trouvé un jeune couple qui travaillait dans un parc naturel et contre bons soins et à la seule condition qu'ils restent tous les trois. On voulait pas qu'ils soient séparés. Elle a réussi à les donner contre un petit peu d'argent quand même, histoire de dire qu'ils allaient pas finir tout de suite au fond d'une casserole quand même. mais voilà, la seule condition, c'était qu'ils soient bien traités. Et en l'occurrence, ils allaient pouvoir permettre à quelques touristes qu'osaient s'aventurer dans ces coins-là de découvrir la région sur leur dos. Donc rester ensemble et dans une bonne famille. Donc on caresse l'espoir qu'ils sont encore tous les trois là-haut et qui coulent des jours heureux. Mais on saura jamais et honnêtement on veut pas trop savoir parce que c'est assez douloureux cette étape-là quand même. Donc voilà, on aime se bercer avec cette idée-là. Il nous reste encore quelques minutes d'émission. Est-ce que vous avez vous êtes depuis reparti, vous envisagez de repartir bientôt? Alors on est reparti, mais pas forcément ensemble et pas forcément à cheval. Mais en revanche, oui, on prévoit de repartir à nouveau toutes les deux. Il y a des destinations et des voyages qu'on se voit pas faire l'une sans l'autre ou avec qui que ce soit d'autre en fait. D'accord. Vraiment la sécurité de partir avec sa sœur, c'est quelque chose d'assez unique et en tout cas pour nous d'assez essentiel. Donc ouais, on a encore un paquet d'idées quand même dans nos rêves. On a encore des pays ou des contrées qu'on aimerait bien explorer à cheval si possible, mais pas forcément. Enfin, ça dépend aussi de la faisabilité du voyage, mais on se dit que c'est quand même un chouette moyen de transport ces petits canassons. Ouais. Donc c'est pas les idées qui manquent en tout cas. Ouais. Eh ben merci beaucoup pour. Pardon. Merci beaucoup pour cette heure passée ensemble, ce récit de voyage. Je rappelle que vous avez publié un livre, vous avez sorti un livre qui s'appelle Cavalière, la chevauchée kirghize, aux éditions Transboréal. Allô ? Oui, pardon, oui. Exactement. Exactement. Oui. On a sorti ce livre-là, en effet. Il est disponible soit directement sur le site de Transboréal, soit dans n'importe quelle librairie. D'accord. Normalement, vous demandez à votre libraire préféré et il peut le trouver. Bon. Eh ben, c'est noté. Est-ce qu'il y a une page Facebook où on peut retrouver votre récit ou vous suivre ? Alors oui, on peut nous suivre, on peut nous trouver sur Facebook, oui, normalement. D'accord. Mais après, on n'est pas trop sur les réseaux sociaux, mais avec un peu de patience, des fois, on daigne regarder nos boîtes mail et regarder si on a des messages. En tout cas, ce sera avec grand plaisir. Si ça suscite quelques questions ou envie de laisser un petit mot, on prendra plaisir à répondre. Voilà, des envies de partir et des demandes de conseils ou des retours d'expérience. Exactement. Merci Élise. Merci beaucoup en tout cas pour ce moment. Eh ben merci à toi et puis écoute, peut-être une prochaine sur Radio La Planète dans cette émission ou une autre. Ça marche. Bon voyage à tous ceux qui souhaitent voyager bientôt et merci encore pour l'invitation. Merci à toi. Au revoir. Bye bye. Voilà, ce numéro de la Caravane Pass se termine. Merci d'avoir été à l'écoute de la web radio Allô la planète. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le récit de nouveaux animaux nomades. En attendant, vous pourrez réécouter cette émission samedi à 17h et lundi à 10h, puis dans quelques jours en podcast sur le site de la radio. Et si vous aussi, vous souhaitez raconter votre voyage, contactez-moi au 06 66 44 15 10. On reprendra contact et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Je remercie Marion pour son aide ce soir à la technique. À très bientôt. Bye bye.